Hello, bienvenue sur Fille Expat pour cette nouvelle saison spéciale placée sous le signe des territoires français d'outre-mer. Partir vivre sur ces territoires n'est pas considéré comme une expatriation. Pourtant, vous l'entendrez au fil des épisodes, parfois il n'y a que la langue française qui vous rappellera que vous êtes en France. Le choc culturel peut être très important. C'est pourquoi Kelly a décidé de tendre son micro à ces femmes qui ont sauté le pas pour s'installer dans ces paysages de cartes postales, parfois à l'autre bout du monde. Dans cette saison spéciale, elle fait le tour avec ses invités des questions pratiques pour une expatriation dans les territoires d'outre-mer. Elle revient sur les points communs et les différences entre la métropole et les territoires, afin de vous préparer au mieux si vous envisagez le départ dans ces territoires idylliques. Accrochez vos ceintures, départ imminent. Bonjour à toutes et à tous, ravie de vous retrouver pour ce 3e épisode de cette saison 4 spéciale Territoire d'Outre-mer. Donc aujourd'hui, je reçois une amie à moi, Laura, qui va nous parler de la Guadeloupe. Salut Laura. Salut Kelly. Donc bon, je vais pas te demander comment tu vas parce qu'on vient de passer 3 quarts d'heure à papoter ensemble. Mais est-ce que tu peux dire à ceux qui nous écoutent et qui ne connaissent pas, quelle est ton histoire et qu'est-ce qui t'a ramené en Guadeloupe ? Alors, mon histoire. Alors moi, je suis d'origine de région parisienne. J'ai toujours du mal à dire d'où je viens parce que j'ai pas mal déménagé. Ma mère avait la bougeotte, alors on a fait pas mal, en grande majorité Paris et l'ouest de la France. Qu'est-ce que j'ai fait ? Alors déjà, j'ai 39 ans. J'ai fait une école de commerce, spécialisation entrepreneuriat. Et puis voilà, j'ai toujours souhaité avoir l'idée du projet, d'un projet qui viendrait, mais bon, ça venait pas. Donc suite à mes études, j'ai d'abord été commerciale, puis j'ai travaillé plusieurs années dans la grande distribution en tant que manager. Et puis un jour, je me suis rendu compte que ça me correspondait pas vraiment, et j'ai souhaité changer. Donc, première reconversion professionnelle, j'étais toujours en métropole à ce moment-là. J'ai testé différentes choses, notamment la restauration. Et puis, je voyageais pas mal dans cette période-là. J'avais besoin d'aller prendre l'air, d'aller voir ailleurs. Et suite à plusieurs voyages aux Antilles, en fait, je sentais que c'était vraiment là que je voulais aller et que j'avais quelque chose à y vivre. Je savais pas trop quoi, mais je me sentais bien. Et pourtant, j'ai fait d'autres voyages ailleurs, pas que les Antilles. Et à vrai dire, j'ai eu une certaine hésitation entre la Martinique et la Guadeloupe. Mon cœur balançait et j'ai choisi la Guadeloupe à quelque chose près. Ça aurait pu être la Martinique, mais j'étais attirée par ce côté archipel, toutes ces petites îles autour. Et je sentais que j'avais plus de choses à faire ici. Et j'ai pas été déçue parce que voilà, j'ai pris mon billet en me disant allez, peut-être que dans 2 mois, 6 mois, je repars. Et finalement, ça va bientôt faire 10 ans. Je suis vraiment très bien et voilà. Donc je me suis cherchée un peu ici. Tout d'abord, comme je savais pas trop quoi faire, mais j'avais besoin de me rendre utile, j'étais investie dans la protection de l'environnement. Parce que c'était un sujet qui me tenait à cœur et c'est grâce à ça que ma ma reconversion est arrivée parce que j'ai passé le concours pour être professeure des écoles, ici. J'ai enseigné pendant 6 ans et puis, pareil, je sais pas si c'est notre génération qui veut ça, mais tout le système me convenait pas bien, en fait. L'éducation nationale, je trouvais ça très lourd, même si j'adorais le rapport avec les enfants. Et donc, nouvelle reconversion. J'ai quitté l'éducation nationale il y a maintenant 1 an et je suis en plein projet de création d'entreprise en Guadeloupe. Voilà. Du coup, Laura et moi, on s'est rencontrés à l'incubateur Les Premières, puisque moi, j'ai tenté également une petite aventure entrepreneuriale en Guadeloupe. Malheureusement, on n'a pas pu faire cette interview en face à face parce que l'île est constamment en confinement. Moi, j'ai pris mes clics et mes claques et je suis partie. Mais j'ai été très touchée par son projet et c'est pour ça que quand elle m'en a parlé, je me suis dit, obligé, il faut que je t'interroge pour cette saison 4. Mais du coup, avant d'en revenir à ton projet, on va parler un petit peu de la Guadeloupe. Donc bon, je connais du coup pour y avoir vécu quelques mois. Est-ce que tu peux dire à nos auditeurs la durée du vol depuis Paris pour aller en Guadeloupe ? Environ 8 heures, 8h30, ça dépend un petit peu du vent et du sens, si on part ou si on vient. C'est ça, mais du coup, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des vols directs tous les jours. Il y a plusieurs compagnies d'ailleurs. Donc ça, c'est quand même super intéressant. Je vais te poser la question, même si je connais la réponse. Est-ce que tu peux dire à ceux qui nous écoutent, au niveau des températures, des saisons, etc., c'est que tu as très chaud en ce moment. Comment ça se passe ? C'est la période chaude. En fait, donc on a 2 saisons qu'on appelle carême et hivernage. Alors, faut pas se tromper, ça n'a rien à voir avec l'hiver. C'est qu'en fait, le carême, c'est la saison plutôt sèche. Et c'est une saison très agréable où on a des alizés qui s'installent et c'est top. Donc là, ça s'étale à peu près de
décembre à mai environ. Et de juin à novembre, là, c'est l'hivernage. Et en fait, ça correspond à la saison plus humide, la saison des pluies. Et du coup, il y fait beaucoup plus chaud. Enfin, le ressenti, il est assez lourd. Et c'est la saison justement où la saison cyclonique en fait, on n'est plus protégé. Puis il y avoir des pannes d'alizés où là, les alizés c'est un vent où on a très chaud. Donc c'est un petit peu dur. Mais bon, en moyenne, il fait entre 27 et 30 degrés toute l'année. Ouais, le soleil se lève très tôt, mais il se couche aussi très tôt. Et donc du coup, il fait tout le temps nuit à 18h30. Est-ce que c'est quelque chose que tu as réussi à t'habituer facilement ou c'est quelque chose qui te dérange un petit peu? Alors, au début, quand je suis arrivée, en effet, ce qui me manquait un peu, c'était les soirées d'été parce que pour moi, j'associais l'été, il fait chaud, on se couche tard, il fait nuit pas avant 10h30 et du coup, c'est un peu déstabilisant qu'il fasse nuit très tôt. Et puis, petit à petit, les années passant, on s'y fait bien. Et surtout, moi, j'ai adopté un rythme où je me lève très tôt. Il fait moins chaud, je me sens hyper efficace le matin. Et puis le soir, oui, je traîne un peu moins, même si j'aime bien sortir quand même. Donc, des fois, on se fait un peu plus tard. Mais dans l'organisation quotidienne, ouais, c'est plutôt se lever tôt le matin, bien profiter. Tout ouvre tôt ici, donc on s'y fait. Ça tombe bien que tu parles d'ouverture, parce que j'allais justement te poser tout ce qui concerne Pôle emploi, la CAF, etc. Effectivement, ils ouvrent super tôt. Oui, alors je ne suis pas familière d'aller dans toutes ces administrations. Surtout que, merci Covid, je ne sais pas si on peut dire ça, mais maintenant beaucoup de choses quand même se font par téléphone ou Internet. Et c'est bien pratique parce que les ouvertures, c'est pas toujours facile de gérer, surtout si tu travailles. Wow. Ouais. Mais voilà, moi j'essaye de toujours faire tout par téléphone et Internet, à vrai dire. Super. En ce qui concerne la consultation d'un médecin, est-ce que tu as trouvé que c'était difficile de trouver un médecin et de pouvoir aller le consulter ? Petit peu. Alors au début, je ne savais pas, donc je me suis un petit peu fait avoir, si on peut dire ça comme ça. J'ai passé des heures à faire la queue en salle d'attente chez des médecins et je blague pas, hein, parfois c'est 2, 3, 4 heures. Alors quand t'es pas bien, parfois c'est un petit peu dur. Et puis du coup maintenant, j'ai trouvé un médecin qui prend sur rendez-vous. C'est facile d'avoir rendez-vous, il prend à l'heure et voilà, c'est top. Et voilà. C'est quand même vachement C'est bien. plutôt pratique. C'est clair. Moi j'avais trouvé quelqu'un aussi, on m'avait conseillé en fait, j'avais demandé où est-ce que je devrais aller, on m'avait dit va chez elle, elle prend par rendez-vous, elle prend à l'heure, c'est génial. Et effectivement, j'ai jamais eu trop de difficultés. En parlant de difficultés, une chose que j'ai expérimentée, je ne sais pas pour toi, mais c'est ce qui concerne les courriers et la poste. Est-ce que c'est facile de recevoir son courrier ? Alors, c'est irrégulier. Il m'est arrivé d'envoyer du courrier, notamment à des administrations, et c'était assez urgent, et ça a mis pas loin d'un mois, 3 semaines, un mois à arriver. Et d'autres fois, c'est incompréhensible. En 3-4 jours, tu as ton courrier. Donc, quand tu attends une carte bancaire, par exemple, et que ça met un mois, c'est compliqué. Mais voilà, je sais pas comment l'expliquer. Je vais pas rentrer dans le cliché des grèves, etc. Mais je comprends pas. Je comprends pas le temps que mettent les lettres, les colis, etc. à arriver. Je ne comprends pas. Aléatoire. Oui. Bon, écoute, tu as quand même parlé du mot grève, donc désolée, mais je vais aborder ce sujet parce que c'est quelque chose qui m'a... Bon, on sait que les Français, ils aiment bien faire la grève, mais j'avoue que quand le peu de temps que j'ai passé en Guadeloupe, j'étais vraiment surprise, on va dire, par le nombre de grèves, mais surtout ce qui m'a un peu écœurée, j'ai envie de dire le mot écœurée, parce que je trouve ça abusé. C'est tout ce qui concerne, ils font la grève, on les entend pas et ils te coupent l'eau, quoi. Ça m'a un peu posé problème. C'est-à-dire que, alors, je suis absolument pas contre les grèves, hein, loin de là, hein, c'est un droit qu'on a et ça fait avancer plein de choses. Mais c'est vrai que c'est un peu radical parfois les méthodes, parce que tu parles des coupures d'eau. Alors en effet, les coupures d'eau, elles viennent aussi d'autres raisons que les grèves, mais c'est vrai que c'est arrivé qu'il y ait des grèves et qu'il y ait des coupures d'eau et ça c'est inadmissible parce que c'est quand même, c'est vital quoi, d'avoir l'eau au robinet pour chacun. Mais les grèves parfois ça passe par, je repense au blocage du CHU où là c'est pareil, c'est quand même grave de bloquer l'hôpital. Ou alors il y a quand même sur la route en Guadeloupe des points, on va dire des points clés que je pourrais citer, mais bon, si vous connaissez pas la Guadeloupe, c'est peut-être
judicieux, mais des endroits, on va dire, des ronds-points ou des points sur la route où c'est une manie de bloquer les routes ici quand on fait grève, et du coup c'est prendre en otage un petit peu la population. Donc on est mécontent face à je sais pas moi, des politiques ou un système ou bien une entreprise ou autre, et on va bloquer toute la population. Alors il y a déjà des soucis sur la route en Guadeloupe, il y a déjà beaucoup de bouchons, et là c'est l'enfer. Donc c'est ça qui est un petit peu dur, c'est que je trouve que la façon de faire, elle est un peu radicale. Je suis d'accord avec ça, et moi ça m'a un petit peu dérangée. Et du coup, toi qui étais sur Paris, quand tu es arrivé et que tu as dû t'installer, est-ce que tu as trouvé que, par exemple, tout ce qui est loyer, abonnement téléphonique, etc., est-ce que tu trouvais que c'était similaire ou c'est un petit peu plus élevé en Guadeloupe? Alors les loyers ne m'ont pas spécialement choquée. Je suis passée par différents logements avant d'avoir celui que j'ai actuellement. Non, après ça dépend des zones géographiques. J'ai habité en Grande Terre, zone plus touristique, où là effectivement c'est peut-être un petit peu plus tendu parce qu'il y a pas mal de locations saisonnières, donc les loyers sont peut-être un petit peu plus chers. Maintenant je vis en Basse Terre, et à vrai dire non, je trouve que c'est correct. Après tu parles des abonnements téléphoniques, oui là c'est assez honteux aussi parce que il y a un abus. Quand on voit le prix des abonnements dans l'Hexagone et ici, tu te dis, je vois pas pourquoi ça coûterait plus cher. Alors du coup, certains maintenant, alors à un moment donné, ça bloquait, mais certains ont des abonnements de métropole justement, et puis arrivent à l'utiliser ici. Il y a une période, ça marchait pas, je sais pas où ça en est maintenant, mais oui, ici, ça semble fonctionner. Et donc ça, c'est assez abusé. Il y a un opérateur très connu pour avoir bien fait baisser les prix en France à une époque qui avait dit qu'ils allaient venir. Ça avait fait un petit peu frémir tout le monde, mais ils sont toujours pas là. Donc pour le moment, les prix sont toujours trop élevés. Tu payes combien du coup par mois? Oh bah alors, moi je suis chez Orange depuis le début, donc c'est vraiment celui qui est le plus cher. Hein. J'ai pas changé d'abonnement pour essayer autre chose. Donc avec un forfait illimité et pas mal d'internet, parce que moi j'utilise que mon téléphone pour internet parce que je suis pas éligible à la maison pour avoir une box. Donc je paye 54 € de mémoire d'abonnement par mois. Donc c'est quand même pas donné. Mais du coup j'ai pas de box internet. C'est ce que j'allais dire, t'as pas de box chez toi? Non, je suis dans une zone un petit peu compliquée. En fait, on n'est pas tous logés à la même enseigne. Et quand j'ai déménagé, j'ai pas pu faire transférer mon abonnement. Ça, on nous a résilié carrément. Oh waouh. Je vais pas te poser la question parce que je connais la réponse, mais juste pour informer les gens qu'en Guadeloupe, il y a des Leclerc, il y a des Carrefour Contact, des Super U, des Leader Price. Est-ce que toi, il y a des magasins particuliers qui t'auraient manqué ou des choses comme ça où tu gères Alors non, moi je gère très bien. Après, en fonction de ce que je recherche, quand je fais mes courses, souvent je vais dans plusieurs endroits différents parce que je suis peut-être un peu exigeante, mais voilà, j'essaye de privilégier le local. Donc pour tout ce qui est viande, j'ai la chance d'avoir un éleveur boucher près de chez moi qui fait de la super viande, donc viande locale. Je vais chez un primeur que j'aime beaucoup aussi parce que voilà, je connais la provenance de ces fruits et légumes. Et après, pour le reste, oui, on oscille entre Super U et puis il y a de plus en plus aussi de magasins bio, des chaînes ou des indépendants qui se sont installés, et moi j'y trouve mon bonheur, ça va. On va dire que oui, quand je suis arrivée venant de l'enseigne Auchan, il n'y a pas d'Auchan ici, je vous le dis. J'étais un peu perdue, mais bon, on s'y fait. Cool. Et les insectes, est-ce que tu y es fait rapidement? Aïe. C'est pas mes grands copains, mais aimant la nature et la respectant, je prends sur moi. Et c'est vrai qu'on rencontre des insectes un petit peu plus gros que d'habitude. Alors, il y a très peu d'araignées. Ça, déjà, c'est une chose. On en voit très, très peu. C'est très rare. Et sinon, oui, le cafard est partout, hein, et c'est pas une histoire de propreté. Donc, ces espèces de grosses blattes... Je les tolère à l'extérieur. Quand ils sont à l'intérieur, je leur demande de sortir vite, ou sinon elles ne durent pas longtemps. Et sinon, le seul insecte dont on parle en Guadeloupe, parce qu'effectivement il fait un peu mal quand il pique, c'est le scolopendre. La scolopendre, pardon. Voilà. Et bon, il y a pas mal de gens qui ont un petit peu peur de faire des réactions allergiques parce que ça peut être un petit peu violent, mais de la même manière que les guêpes ou des abeilles. Voilà.
Ouais, moi, c'est celui qui me faisait un peu plus flipper aussi. Et tu vois, je ne savais pas que c'était la scolopendre. Je pensais que c'était Oui, le scolopendre. mais on dit toujours le scolo. Ah, j'ai vu un scolo. Ouais, c'est ça. Bon, bah écoute, on aura appris une bonne chose. Ton repas local préféré? Je suis une gourmande. Ça va être dur pour moi de te dire, de te répondre à ça. J'aime tellement de choses et j'aime la nourriture de partout. Et ça, on est plutôt chanceux ici. Enfin, je veux dire, on trouve un petit peu tout type de nourriture. Après, allez, si je dois citer un truc, j'adore les beignets de balaou. Je traverse la Basse-Terre pour manger des beignets de balaou. Mais sinon, non, mais ouais, non, on est gâtés ici. Si on aime le poisson, les légumes, ouais. Et le poulet boucané, quoi. Ouais, alors ça, c'est pas ce que je préfère. C'est vrai? Non, j'ai du mal avec tout ce qui est fumé. Mais bon, voilà, ça, c'est des goûts personnels. Ouais, c'est clair. Mais oui, le poulet boucané, ouais, beaucoup de gens raffolent. Le poulet boucané, si je dis pas de bêtises, ils mettent du sucre de canne sur le charbon de bois et ils le font cuire au barbecue avec cette fumée, justement. D'accord. Il me semble que c'est ça. Alors, je suis gourmande, j'adore manger, mais j'adore qu'on fasse à manger pour moi. Bah, écoute, c'est pas bien les recettes. Ah, il y a des roulettes partout, donc il y a de quoi faire. C'est ça. Si tu devais recommander un restaurant ou un lolo, justement, en Guadeloupe, ça serait lequel? Waouh, c'est dur, j'en aime trop et je voudrais pas... Il y en a bien un que tu vas régulièrement parce que c'est quand même le number one. Alors, depuis un moment, tout est fermé, alors c'est un peu compliqué, mais... à une époque, j'aimais beaucoup aller à Bouillante parce que j'adore plonger et aller manger au Rocher de Malandure avec la super vue et ils font des super beignets de balaou. Voilà. Mais après, à Saint-François, il y a plein de restos à tomber. J'aime bien quand de la famille ou des amis viennent chez nous en vacances, pouvoir conseiller au moins un lieu pour manger dans chaque ville. Comme ça, quand ils vadrouillent, on peut leur dire alors, faut manger là, faut manger là. Donc voilà, j'aime plein de restos suivant où je vais. Bah écoute, voilà, moi je vais t'en conseiller un aussi si tu retournes dans le coin de Bouillante pour plonger, c'est Sunset Bee. Je sais pas si t'es déjà allé. Non, pas celui-ci. Donc je te le conseille parce qu'en fait, leur menu change tout le temps parce qu'ils font en fonction des produits qu'ils reçoivent. Génial. Et en général, ils ont toujours un plat de pâtes, un poisson et une viande à proposer et un plat végétarien. Okay. Donc moi j'adore cet endroit, j'y suis allée plusieurs fois, donc voilà. J'irai la prochaine fois alors. Ouais, tu penseras à moi. Mais en plus c'est pas très cher et les propriétaires sont vraiment adorables, donc je le recommande d'ailleurs à tous ceux qui nous écoutent depuis la Guadeloupe, si vous connaissez. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez. Petite question plus personnelle, mais quand t'es arrivée, je pense que oui, puisque ça fait 10 ans que tu y es, mais est-ce que tu t'es sentie bien accueillie? Ah oui. Oui, toujours. J'ai eu la chance. Mon premier logement, je l'avais eu par contact, mais je louais en fait un petit studio chez des locaux à Gosier. Et j'ai été accueillie vraiment très, très bien. On m'a emmenée partout, découvrir la Guadeloupe, les spécialités. Pour ça, j'ai jamais eu de soucis et je pense que ça, c'est une histoire d'état d'esprit. On entend que lorsqu'on va dans tel ou tel endroit, on a été mal accueillis, les gens étaient froids. Je pense que c'est aussi l'attitude qu'on a en arrivant. C'est-à-dire que si on est fermé, si malheureusement on oublie de dire bonjour ou je sais pas, ou alors on est un petit peu, on respecte pas un peu les codes locaux, ça peut mal se passer. Mais moi, j'ai jamais eu de soucis. J'arrive avec le sourire, je dis bonjour, voilà, et ça se passe très bien. Moi, je vais le dire ouvertement parce que j'aime bien être transparente. Quand j'ai parlé de mon envie de vouloir aller en Guadeloupe, j'ai entendu le mot « attention, ils sont racistes ». Et ça me choquait qu'on me dise ça et je me disais non, je pense que peu importe dans quel pays où tu vas, si tu vas avec une mauvaise attitude, il va y avoir des racistes partout. Mais moi, j'ai jamais eu un seul problème j'étais combien de temps? 8 mois. J'ai été tellement bien accueillis, je l'ai trouvé tellement jovial, ils ont envie de partager, etc. Donc franchement, pour celles et ceux qui ont entendu le mot mal accueilli ou raciste, franchement, moi je l'ai pas du tout senti. Et toi non plus, donc ça c'est cool. Non. Après, des choses peuvent rapidement être mal interprétées, mais c'est là où il faut rentrer dans la communication et l'échange avec les personnes. Bon, après, le débat, il pourrait durer longtemps. Et oui, je pense qu'on va pas s'étaler là-dessus trop longtemps, mais je pense que c'est une manière d'être, une attitude et pas arriver en voulant... en montrant, je sais pas, qu'on sait tout, qu'on critique tout, parce que là, ça passera pas, évidemment. Il y a quand même l'histoire qui est importante sur le territoire. J'ai eu la chance, justement, quand j'ai passé le concours pour devenir enseignante ici à l'IUFM, d'avoir des cours sur l'histoire, et puis je me suis renseignée de mon côté.
Et voilà, faut l'avoir en tête et ça permet de comprendre certaines réactions. Mais parler de racisme, non. Non, c'est clair. D'ailleurs, en parlant d'histoire, le musée qui est à Pointe-à-Pitre, est-ce que tu peux Le Memorial Act. Le Memorial Act, j'ai adoré. Et justement, je pense que c'est un musée à faire quand on va en Guadeloupe parce que ça nous apprend beaucoup de choses justement sur l'histoire de la Guada, comme on dit. Donc, j'ai adoré. Pourtant, j'aime pas les musées, mais celui-là, j'ai vraiment adoré. Il est assez moderne et du coup, c'est assez... il est pas mal fait, ouais. Une de mes dernières questions sur l'île, après on va en venir sur ton expérience entrepreneuriale. Enfin non, j'en ai deux, pardon. Qu'est-ce que tu aimes vraiment par-dessus tout en tant qu'habitant de la Guadeloupe et à l'inverse, qu'est-ce que tu détestes? Mais c'est difficile de répondre à cette question parce que ce que j'aime par-dessus tout, c'est une globalité en fait. J'aime le territoire, j'aime la vie que je vis ici, ce que j'ai construit ici, toutes les belles rencontres que j'ai pu faire et que je continue à faire. Ce que j'adore, c'est le fait qu'on ait la mer, la montagne, la rivière, ces petites îles autour, Marie-Galante, j'en suis dingue, les Saintes, la Désirade, voilà, la proximité de toutes ces îles. Et donc, on est vite dépaysé, hein, on prend le bateau, on a l'impression d'arriver ailleurs. Ça, j'adore, en fait, c'est la vie ici, la qualité de vie qu'on a. Après, ce que je déteste, s'il y avait vraiment des choses que je détestais, je serais peut-être plus ici. Voilà, peut-être parfois, c'est le fait que petit à petit, des choses disparaissent. Voilà. Pourtant, je sais qu'il y a une volonté d'identité, de garder certaines valeurs, mais on se rend compte que, par exemple, si on va au centre de la Guadeloupe, le centre économique, waouh, des fois, on se croit, rien que sur la route, on se croit en région parisienne. Ça, c'est peut-être un petit peu dommage. Ouais, je suis d'accord avec toi. Je détestais vraiment cette partie de la Guada, tout ce qui est Distriland et tout le quartier. Bon, après, ça crée de l'emploi, etc. Mais ouais, ça gâche un peu le paysage, je trouve. Trop centralisé et du coup, ça crée trop de soucis, que ce soit sur la route. Et du coup, c'est des zones stressantes, je trouve, en Guadeloupe. Et c'est dommage que ce soit pas un petit peu plus étalé. Bon, après, c'est pour des raisons pratiques et logistiques, certainement. Ouais, c'est clair. Si on éliminait le drapeau français sur l'île et la langue française, est-ce que tu pourrais penser que tu te sens dans un pays étranger? Ça s'arrête pas à la langue et au drapeau, je pense. Hein. La France est bien présente ici, c'est clair. Hein. On est, t'es pas perdu sur les routes, hein, c'est tout bête. Hein, mais les panneaux, c'est les mêmes, etc. Et je pense que ça joue. Non, on se sent quand même bien en France. Après, je nuancerais parce qu'il y a quand même, comme on disait tout à l'heure, une histoire différente, une culture qu'il faut comprendre, qu'il faut adopter ou pas, mais en tout cas comprendre pour pouvoir vivre ici. En termes de paysage et de diversité et de biodiversité, pardon, non, c'est clair, on n'est pas dans l'Hexagone. Mais c'est ce qui fait la richesse de la France, c'est ces territoires d'outre-mer, justement. Non, c'est clair. Moi, en fait, la raison pour laquelle je pose cette question, c'est parce que mon podcast Filles Expat, normalement, c'est des femmes expatriées, donc on dit oui, mais t'es en territoire français, donc t'es pas expatriée. Oui. Et ma réponse à ça, c'est écoute, si tu viens, moi, j'ai grandi en Moselle et j'arrive en Guadeloupe, j'ai les mêmes ressentis qu'une expatriation, parce que même rien que comme on en parlait tout à l'heure, trouver un docteur, etc., le mode de vie qui change, etc., tu vis les mêmes choses qu'une expatriation. La seule différence, c'est qu'effectivement, au moins, t'as pas le problème de la langue, t'as pas cette barrière, et du coup, au niveau paperasse, c'est moins compliqué. Mais pour moi, ça reste une sorte d'expatriation. Ah, mais oui, puis en termes, comme on parlait tout à l'heure, à la fois des horaires, à la fois du climat, des paysages. Oui, non, ça, c'est sûr que si tu viens de Moselle, ça dépayse, évidemment. même d'ailleurs, hein, mais en effet, oui. Top. Donc voilà, donc ça c'était pour mes petites questions qui concernent la Guadeloupe. Avant qu'on fasse, je garde la petite session rapide pour la fin. Maintenant, est-ce que tu veux bien nous parler de ton projet ? Oui, alors ce fameux projet. Le projet est né forcément de ce que je disais tout à l'heure, de ce dont j'ai parlé tout à l'heure, de mon intérêt pour l'environnement, pour l'écologie, entre autres. Et donc voilà, donc je suis en train de développer en fait une filière de réemploi des contenants en verre sur le territoire guadeloupéen. Donc en gros, c'est un petit peu pour relancer la consigne des bouteilles et des bocaux en verre.
comme on a connu il y a longtemps, hein, que ce soit ici ou ailleurs en métropole ou dans d'autres pays qui n'ont pas arrêté d'ailleurs. Et donc, l'idée, c'est de pouvoir collecter, parce qu'aujourd'hui, il n'y a rien qui est mis en place. Donc, c'est organiser la collecte de ces bouteilles et bocaux, les laver dans une unité de lavage que je suis en train de mettre en place, et ensuite les reproposer, les revendre aux producteurs locaux afin de les réemployer et non pas les recycler. Petite nuance entre le recyclage et le réemploi. Le recyclage, on prend le matériau, enfin du moins par exemple la bouteille en verre, on la broie et ensuite on en fait, alors s'il y a une verrerie, soit on en refait du verre, en l'occurrence on n'en a pas sur le territoire, on le broie et on en fait soit du béton, des sous-couches routières. Donc aujourd'hui c'est usage exclusivement pour le BTP. Et donc là, le réemploi c'est différent. Le réemploi c'est on nettoie la bouteille, on la réutilise pour la même utilisation en fait qu'elle avait à l'origine. Et donc, évidemment, il y a du verre qui continuera à partir pour le recyclage. Je ne vais pas complètement cannibaliser le marché, puisque, par exemple, on ne produit pas de vin ici. Donc, que ce soit les bouteilles de vin, de champagne, ou tous les formats qu'on n'utilise pas sur le territoire pourront partir au recyclage. Mais par contre, les bouteilles, par exemple, de rhum, de bière, de punch, de sirop, de miel, mais aussi tous les pots de confiture, etc., utilisés localement, pouvoir les collecter, parce que ça représente un gisement non négligeable, et plutôt que d'en réimporter systématiquement, pouvoir le réemployer localement et proposer aux producteurs. Moins cher que le neuf, évidemment, parce que ça reste le nerf de la guerre. Oui, c'est clair. Non, mais c'est un projet excellent. Mais d'ailleurs, tu as été un petit peu ralenti, je dirais, par la situation Covid. Pas vraiment. Non. Pas vraiment. J'ai juste pris le temps, effectivement, de bien faire les choses et de bien ficeler le projet, et notamment le modèle économique, parce que c'est une activité qui sera rentable, évidemment, c'est le but, mais il fallait bien cadrer les choses. Après, peut-être qu'effectivement, j'ai eu des petites périodes moralement un peu compliquées comme nous tous. Et puis, des fois, certaines démarches administratives ont pris un petit peu plus de temps parce que Covid, télétravail, vacances, bon, voilà. Mais en soi, cette activité, Covid ou pas, elle peut être mise en place, et ça c'est plutôt chouette, et je pense que ça a un réel intérêt pour un territoire, et notamment insulaire. Ce sont des projets qui voient le jour, et certains qui sont déjà très aboutis dans l'Hexagone, et ça marche à partir du moment où c'est mis en place localement sur un territoire restreint, et donc nous sur une île, ça a vraiment tout son sens, surtout quand on connaît le coût du transport pour faire venir ce type de matériaux, et le coût financier et l'impact carbone aussi que ça représente. Oui, carrément. Non, c'est vraiment... Est-ce que tu as eu l'opportunité de pouvoir faire un échange d'informations avec des personnes qui ont lancé ce genre de projet en métropole, ou tu fais un peu... Oui, complètement. Ouais. Parce que très rapidement, au cours de mes recherches, quand l'idée a commencé à germer dans ma tête, j'ai découvert le réseau Consigne, qui est un réseau qui regroupe quasiment tous les porteurs de projets comme moi sur le thème de la consigne du verre pour réemploi et pas pour recyclage. Donc c'est génial, parce qu'en fait, le but vraiment de ce réseau, c'est que tout le monde avance. C'est de l'échange d'informations, des retours d'expérience. On se partage énormément de choses. Alors après, avec les particularités locales, parce qu'il y a des territoires où, par exemple, ils vont fabriquer plus de cidre, d'autres plus de vin. Ici, c'est le rhum, et aucun autre territoire n'a encore travaillé sur le réemploi des bouteilles de rhum. Voilà, d'autres ça va être la bière. Donc c'est très intéressant, et moi ça m'apporte énormément en termes de connaissances, et puis et c'est un appui réel, même en échange, par exemple acheter des machines d'occasion entre nous, faire des achats groupés quand on a besoin de certains matériaux et avoir des prix. Non, c'est vraiment top. Ah, génial. Et est-ce que tu dirais que l'Europe ou la France, est-ce qu'ils aident justement les porteurs de projets en termes d'investissement, parce que c'est un projet qui touche l'environnement ? Oui, et en fait, ça fait partie des priorités au niveau national. Il faut savoir que la France souhaite relancer la consigne, mais pas seulement du verre.
du plastique et des canettes aluminium également. Donc, il y a eu un appel par rapport à ça. La Guadeloupe, en fait, s'est positionnée. Alors, j'avais eu le projet avant, mais disons que j'ai pris ça en cours et c'était plutôt intéressant. La Guadeloupe s'est positionnée pour être pilote pour le retour à la consigne, justement, normalement d'ici 2023 sur le territoire national. Bon, voilà, l'étude est encore en cours. Il y a un gros travail qui est fait par la région, par un organisme qui s'appelle Citeo, qui a pris en charge le dossier, et donc un travail avec les collectivités, les metteurs en marché, et puis aussi les associations localement. Et donc, mon projet, il s'inscrit complètement là-dedans. Et des organismes tels Citeo, l'ADEME, entre autres, sont à notre écoute et au contraire souhaitent que des projets comme celui-ci voient le jour. Et donc, avec dépôt de dossier évidemment et tout ce que ça comporte. Mais oui, il y a des aides pour cela. Super, ça doit être super encourageant quand même de bosser sur un projet qui se sent soutenu. Mais après, c'est vrai que niveau paperasse, ça doit t'ajouter. Ça fait partie du jeu, voilà. C'est ça. Si aujourd'hui, tu devais donner un conseil à une personne qui voudrait justement s'installer sur un territoire d'outre-mer et se lancer dans l'aventure entrepreneuriale, qu'est-ce que tu lui dirais ? Alors, c'est mon avis très personnel. Je pense qu'avant, il faut prendre un petit peu le temps de bien découvrir le territoire, se créer un réseau, même involontairement. C'est-à-dire que moi, très honnêtement, je ne suis pas arrivée ici en me disant « Ah, j'ai une idée, il manque ci, il manque ça ». Non, j'ai fait mon petit constat petit à petit. Voilà, et c'est en vivant ici que les choses me sont apparues et je me rends compte aujourd'hui que toutes les rencontres que j'ai pu faire m'aident maintenant dans le projet, mais c'était involontaire, mais en tout cas ça m'aide beaucoup. Et le fait de bien comprendre le territoire, de savoir un petit peu comment ça fonctionne, ce que les gens attendent, où taper à la porte, etc., je pense que ça m'aide beaucoup. Si on arrive sans connaître et qu'on se lance trop vite, pourquoi pas, hein. Mais on va au-devant de certains petits ennuis et je pense aussi que ça peut comment dire, fragiliser la crédibilité en fait. Aujourd'hui, je pense que ce qui m'aide, c'est aussi d'avoir une certaine pas crédibilité, mais les gens ont une certaine confiance parce que je viens pas d'arriver et je vais pas repartir dans 6 mois. C'est bête, mais c'est important sur un territoire comme ça, où il y a beaucoup de personnes qui viennent et restent pas longtemps, et du coup, coupable. Ça peut sembler moins sérieux. C'est pas forcément mon opinion, mais je comprends ce que certains peuvent penser. Et du coup, le fait que ça fasse bientôt 10 ans que je sois ici, installée, comme je disais, j'ai été enseignante, j'ai acheté une maison, voilà, tout ça, je pense que ça fait partie des choses qui m'aident à mettre en place mon projet aujourd'hui. Super. Ouais, donc moi je suis coupable, hein. Je fais partie de ceux qui sont venus mais qui sont vite repartis, mais qui vont peut-être revenir, on verra bien. Oui, mais comme j'ai dit, hein, c'est pas un jugement. Et non, c'est clair. La Guadeloupe, heureusement qu'il y a Enfin, c'est bien de venir tester, hein, Guadeloupe ou ailleurs, et on peut pas se plaire tous au même endroit, parce que de toute façon, il y aura pas assez de place. On est déjà bien nombreux. C'est clair. Il faut tout pour faire un monde. Et donc, non, c'est chouette d'essayer, de tenter l'expérience. Moi, en fait, la difficulté, je pense qu'arriver seule sur un territoire comme ça, en période Covid et confinement après confinement, moi, c'est surtout là-dessus que ça a été très compliqué, parce que justement, se faire un réseau, c'est ça qui est important, mais c'est compliqué dans ces conditions, quoi. Donc, quand je vis seule, au bout d'un moment, au bout de plusieurs mois, le soleil et la plage, comme je dis, ne faisaient plus l'effet pour me faire sourire le matin. Donc voilà. Oui, non, ça ne suffit pas, oui. Ouais. C'est clair. Donc, mais bon, j'ai eu quand même la chance, grâce à l'incubateur, de faire des super rencontres, dont toi. Et ça, c'est quand même super. Alors, petite session rapide de questions sur la consommation. Est-ce que tu pourrais nous dire le prix d'une baguette ? Entre 1€ et 1,10€, suivant les boulangeries. Le prix d'un pack d'eau ? Alors, je n'en bois plus. Enfin, c'est pas que je ne bois plus d'eau. Oui, parce que grande... Ouais. Mais en fait, c'est que on a investi depuis bientôt 2 ans dans un super filtre à eau pour justement pour plusieurs raisons, hein. Et notamment purifier l'eau et puis pallier aux coupures d'eau, etc. Et donc, mais bon, je sais quand même qu'un pack d'eau, ça coûte environ dans les 3,50 quand c'est de l'eau locale.
Oui, parce que j'allais dire, fervente environ. de l'environnement, si tu me disais que t'achetais des packs d'eau, ça aurait pas été, ça aurait pas été comment dire. Oui, et puis c'était quand même aussi, je l'ai pas dit, mais parce que ça me semble évident, c'était aussi pour limiter les bouteilles en plastique. Ah, bah, C'est carrément. quand même un gros souci, la gestion des déchets sur une île en plus. Et puis voilà, il y a trop de plastique, donc faut arrêter de de consommer des bouteilles d'eau. Je suis d'accord avec toi. Est-ce que tu pourrais nous dire le prix d'un litre de lait? Alors pareil, j'en bois pas beaucoup, mais et puis en plus le peu de lait que j'achète c'est du lait bio, donc il est un peu plus cher, mais j'arrive à trouver un litre de lait bio dans les 1,60, 1,70 il me semble. Mais bon, après si on veut pas de bio, c'est un peu moins cher. Parle-nous maintenant du prix d'un litre d'essence. Waouh! Alors en ce moment, ça grimpe, ça fait un peu peur, mais c'est partout, hein, il me semble. Alors il faut juste savoir que nous, l'essence, et ça c'est super pratique, le prix est fixé pour 1 mois pour toute la Guadeloupe. Le préfet communique chaque fin de mois pour dire voilà, le mois prochain, ce sera à temps. Je sais qu'au mois d'octobre, là, le prix de l'essence, enfin, du sans-plomb, il doit être à 1,67 et du gasoil à 1,41, si je dis pas de bêtises. L'avantage, bon là, voilà, on subit les augmentations du prix du pétrole de toute façon, mais l'avantage, c'est que du coup, on peut faire le plein dans n'importe quelle station, ce sera le même prix partout. Donc on n'a pas à se poser de questions et ça, c'est super pratique. Et moi, le truc que j'ai adoré, c'est les pompistes. Eh oui, et ça c'est génial parce que déjà ça fait du boulot pour des gens, hein, c'est de l'emploi et puis c'est super pratique, on n'a pas à descendre de la voiture, ils font plein pour nous, on se salit pas les mains et ça c'est top. C'est ça, parce qu'il y a un truc que je détestais faire, c'était mettre de l'essence dans ma voiture et là c'était vraiment super pratique. Maintenant on va parler plus alcool. Et est-ce que tu pourrais nous dire le prix d'une bouteille de champagne? Pareil, j'en bois pas des masses, hein, c'est pas ma boisson préférée, mais allez, pour un champagne correct, entrée, moyenne gamme, aller dans les 25 euros. Après, dès qu'on veut quelque chose d'un petit peu mieux, faut tout de suite monter dans les 50 facile. C'est pas donné le champagne ici. Et pourtant, on est le département français qui en consomme le plus. C'est fou. C'est ça qui m'a surprise en Guadeloupe également, c'est que ouais, c'est des très grands consommateurs de champagne. Ah oui. Non, le rhum coûte beaucoup moins cher. Hein. C'est clair. Tu veux nous dire le prix d'une bouteille de rhum? Ouais, dans une bouteille de rhum classique, 50 degrés, suivant les marques, allez, autour de 8 euros à peine. Ça dépend des marques. Et en plus, il est très bon. Et pour finir, est-ce que tu pourrais nous donner le prix d'un pack de 6 bières? Oui, alors là, je dirais pas que j'en consomme pas. Prix d'un pack de 6 bières, alors dans les moins chers et qui représentent une énorme part de marché, c'est de la bière importée. On arrive à trouver en promo dans les 7 euros, les 6. Maintenant, ça tourne plus facilement autour de 8 sur certaines autres bières, voire beaucoup plus sur certaines particulières. Mais bon, l'idéal, c'est de consommer de la bière locale, qui est certes un peu plus chère, mais au moins... on favorise l'économie locale. Et elle est très bonne aussi. Voilà, on a plusieurs brasseurs sur le territoire et ils font des choses très sympas. C'est clair. Eh bien écoute Laura, merci beaucoup de m'avoir donné de ton temps. Dommage qu'on n'a pas pu le faire en face à face. Mais étant donné que je ne sais pas quand est-ce que je reviendrai, il fallait mieux le faire en Zoom. Et puis je te souhaite plein de bonnes choses pour la suite de ton projet. Merci beaucoup et puis plein de bonnes choses pour toi aussi dans tes voyages et découvertes. Merci, à bientôt. À bientôt.